OK. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à un autre balado Raconte-moi ton affaire. Le podcast où on plonge dans l'univers des gens d'affaires, ces hommes et ces femmes qui ont une idée, qui ont pris des risques, les associations, la résilience. Par contre, un point commun, ces gens-là veulent améliorer leur prospérité et par le fait même, ils veulent améliorer la prospérité du Québec qui, au moment où on se parle, en a grand besoin. Aujourd'hui, écoutez, je reçois Jean-Pierre Beaudoin, un entrepreneur en série, conférencier, auteur, coach international en haute performance. Et aussi, je vais vous l'avouer, c'est un ami depuis l'âge de 14 ans. On a fait les 400 coups ensemble. C'est ces moments-là où on a appris à frencher, pas ensemble, mais c'était à cette époque-là. Et je vous dirais, c'est depuis l'adolescence, c'est un entrepreneur. Il a ça dans le sang. Il a lancé et dirigé des entreprises dans la radio, la production d'événements, l'hôtellerie, la restauration, le web. Et après des années, je dirais, à œuvrer dans le monde du spectacle, de l'événementiel, boum! Il y a un choc en 2013 qui est venu bouleverser et je dirais transformer sa vie à jamais. Il va nous en parler un peu plus. Depuis, écoutez, il a aidé des milliers de personnes à dépasser leurs peurs, à maîtriser leurs émotions, à vivre avec, je dirais, alignés sur leurs vraies valeurs, notamment grâce à des expériences immersives, marcher sur le feu, ça aussi, il va nous en parler. Jean-Pierre, merci d'être là. Merci, Hugo. Quelle belle présentation. Mais tant mieux. Je suis content que tu aies spécifié qu'on n'a pas French. Non, mais c'est sûr. Ben voilà, je me dis, c'est à l'époque des 400 coups. Je mets mes lunettes, vous voyez où on est au magasin Cette-Lacouille. Voilà, je te vois. Jean-Pierre, comme le veut la tradition, dans le groupe Performance, quand on se rencontre, il y a toujours un 30 secondes où on se présente. Tu peux me le dire à moi, je te laisse la caméra. Qui est Jean-Pierre Beaudoin en 30 secondes? Bien, comme tu disais, je suis un auteur, un conférencier international et un coach haute performance. Puis ma passion, c'est le potentiel humain. Fait que j'accompagne des entrepreneurs maintenant à se libérer de leurs croyances limitantes, à passer par-dessus leur peur pour pouvoir libérer leur plein potentiel puis faire grandir leur entreprise. C'est ma plus grande passion. Wow! Écoute, ça va être extraordinaire. Si tu nous écoutes, tu es sur la route, on reste concentré. Si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! Jean-Pierre, 2013, il y a un diagnostic. Le médecin te dit qu'il te reste quelques mois à vivre. J'ai envie de plonger là parce que on va aller dans toutes sortes de sphères de ta vie. Il y a tellement de stock à dire. Là, il dit, il y a un problème avec ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? L'entrepreneur en ce moment-là et qu'est-ce que ce moment-là où toi, tu es dans, je me souviens, tu es dans un monde fiesta. Ouais. Dans un monde où il y a beaucoup de bruit autour de toi. Ouais. Boum, ce moment-là qui définit Jean-Pierre aujourd'hui. Et puis, Mais ce moment-là, ça a été un moment, un grand tournant de ma vie. T'sais. Fait qu'imagine, après avoir des problèmes avec un œil, je ne savais pas tout ce que j'avais, commence à passer des tests pour me faire convoquer par mon médecin le 2 juillet 2013, faire dire Jean-Pierre, on a trouvé ce que tu as. Ça a pris 2 mois avant qu'il trouve ce que j'avais exactement. Puis ils me disent, il te reste 3-6 mois à vivre, max, puis je comprends pas pourquoi tu es encore en vie. Wow! Fait que je peux te dire que quand tu te fais dire quelque chose comme ça, tout va rapidement. Il y a comme quelque chose qui se passe, c'est comme si, fou, c'est passé, c'est un choc, bien sûr. Puis rapidement, mais tu as un choix à faire. Tu veux-tu vivre ou tu veux mourir? Moi, j'étais dans l'autodestruction à ce moment-là. Okay. Ça aurait été facile pour moi de, OK, je laisse ça aller, puis bye-bye. Mais c'est complètement l'opposé qui est arrivé. J'ai eu un instinct de survie, de feu. J'ai fait, moi, là, je passe au travers de ça. J'en parle, j'ai encore des frissons. J'ai dit, moi, je sors de là, grandi, puis ça va être un moment crucial dans ma vie. Fait que j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de, parce que ça allait pas bien, puis déjà, il m'a dit, si jamais il arrive quelque chose, si tu t'effondres à terre, il n'y aura rien à faire. Tu vas faire 5 heures, puis ton cœur va arrêter, puis oublie ça, ça donne rien d'essayer de faire quoi que ce soit. Fait que le temps entre, je me suis fait dire ça, puis je me suis fait opérer le 11 septembre 2013, mais j'étais très à risque, puis durant l'opération également, j'étais à risque. Oui, c'est ça, l'opération. Bon, il se passe de quoi dans l'opération qui fait encore plus le Jean-Pierre aujourd'hui qui veut aider des milliers de personnes? Il s'est passé de quoi là aussi? Oui. Fait que le 11 septembre, je me fais opérer. Fait que le 11 septembre, pour moi, j'ai une autre image du 11 septembre. Oui, c'est un autre tour qui s'écroule. Ouais, c'est un autre, c'est ma tour qui s'est écroulé. Fait que je me suis fait opérer à cœur ouvert. Ça devait durer 3 heures. Ça a duré 9h30. Donc, des complications majeures.
Puis, veux pas, tu sais, quand je suis rentré dans l'opération, ma mère, ma soeur, ma blonde étaient là, très, très anxieuses. Et là, imagine quand ils attendaient de l'autre côté, puis que je ne sors pas après 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 Wow. heures. C'est long, 9 heures. Oui. Et docteur Tégéra, qui m'a opéré, qui m'a sauvé la vie carrément, a passé, il avait 75 ans, le monsieur. Oh! Puis il a passé 9 heures à me réparer tout ça, puis à me changer ma valve aortique, et un bout d'aorte. Et il y a eu des complications. Puis durant l'opération, j'ai vécu une expérience de mort imminente. OK. Donc, je suis décédé et je suis sorti de mon corps. Donc, je me suis vu sortir de mon corps. Je me suis vu coucher sur la table d'opération. J'étais dans le coin en haut de la salle, puis je me voyais sur la table d'opération, puis je voyais qu'il travaillait très fort. Il était dans le jus, comme on dit. Oui. Ça bossait fort. Et là, mais tu sais, souvent, c'est drôle, parce que là, j'en parle, puis je suis à l'aise d'en parler maintenant, parce qu'au début, je n'étais pas à l'aise d'en parler. Après avoir vécu ça... Tu avais une gêne ou quoi? C'est pas une gêne où tu dis les... Ouais. Ben, c'est dur à expliquer, premièrement, parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai vécu. Puis, veux pas, tu veux pas être jugé. Puis, tu dis, moi, tu me prends pour un fou. Fait que oui, il y a une espèce de gêne, de pudeur. Là, je suis à l'aise. J'ai même écrit un chapitre complet là-dessus pour le sortir. Puis là, je l'assume 100%. Fait que je suis sorti, je me suis vu là. Puis après ça, ben, tu sais, souvent, les gens disent, j'ai eu un corridor de lumière. Bon, j'ai pas vu ça, là. Moi, je suis monté après ça, comme, je me suis senti comme partir. Puis, je me suis ramassé à un endroit où mon père était. Donc, puis là, mais de l'autre côté, c'est juste de l'énergie. Fait qu'il n'y a pas de haut, de bas, il n'y a pas de couleur. C'est juste de l'énergie. Fait que j'ai vu mon père, mais j'ai pas vu mon père, mais j'ai ressenti que l'énergie de mon père était là. Puis je voulais pas revenir. Puis là, j'avais retrouvé mon père. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Oui. Ça a été un moment très difficile pour moi. Puis c'est pour ça que je me suis auto-détruit. C'est pour ça que je me suis ramassé là. Puis, fait que tout ça pour dire qu'éventuellement, mon père m'a dit, non, faut que tu te retournes. Tu peux pas rester ici. Ta mission n'est pas finie. Tu as d'autres choses. Tu as quelque chose à faire. Puis il m'a ramené. Mais il ne m'a pas ramené par la main, là, mais après ça, je suis reparti, puis je suis revenu. Puis après ça, je me suis réveillé 24 heures plus tard. Parce qu'ils m'ont gardé endormi pendant 24 heures parce qu'ils avaient peur d'avoir des complications. Fait que je me suis réveillé 24 heures plus tard, presque 2 jours plus tard. Fait qu'avec une immense gratitude. Une immense gratitude de m'ouvrir les yeux. Et au moment où je me suis ouvert les yeux, ça a été vraiment un moment pour moi très, très particulier. Je m'en souviens encore. Il y a vraiment une énergie très différente qui m'habitait. Puis c'est drôle parce que là, j'étais plugué de partout. J'avais des tuyaux dans la bouche, tout ça. Fait que t'es pas capable de parler. Puis là, tranquillement, t'es aux soins intensifs. Puis quand ils ont réussi à tout m'enlever mes affaires, ils m'ont demandé ce que je voulais. Je me demandais toute ma vie. Fait que les infirmières sont là, ils m'enlèvent tout ça. Je viens de me faire, qu'est-ce que tu veux? Je demande une poutine. Fait que, mais tu sais, oui, mais j'ai fait ça mais c'était une blague. Oui, c'était une blague. Mais tu vois l'état d'esprit quand j'ai... Oui, t'étais... Je revenais de là, mais j'étais encore vif d'esprit. Oui. J'étais encore un connard, comme je suis toujours. Fait que tout le monde est parti à rire, toutes les infirmières, ils n'en venaient pas. Puis après ça, bien sûr, je suis revenu... Tu es revenu avec une nouvelle mission, puis là, ça m'amène... On recule, il y a ce moment-là, 2013, mais si on recule quand le jeune homme de 13 ans, ton père décède, ton père était comptable, il était... T'avais-tu déjà cette fibre entrepreneuriale-là avant ou suite au décès de ton père? Tu dis, moi, t'as été fouetté très jeune par l'âge où un jeune homme se construit, puis il y a l'image du père où tu peux challenger, contester à l'adolescence, là, elle disparaît. Ça veut dire que, moi, je me souviens, toi, que tu étais, je sens que je t'ai toujours vu un entrepreneur. Ouais. Mais est-ce que c'est à ce moment-là où t'aimais, qu'est-ce qui t'attirait très jeune dans le monde de l'entrepreneuriat? Mon père était comptable, mais il était beaucoup plus que comptable. C'était un entrepreneur. OK. Il est parti d'une compagnie qui s'appelle Sanibek, qui est rendue une compagnie multimillionnaire aujourd'hui, qui fait énormément d'argent partout à travers la planète, qui a vendu, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne pouvaient pas garder les actions. Il fallait qu'ils varient. Ils étaient obligés de vendre. Fait que ma mère, elle a vendu à ce moment-là. Mais puis c'était... il y avait plein de projets. Puis j'ai été entrepreneur bien avant la mort de mon père. Je te donne un exemple. Moi, je passais la tribune Moi aussi. dans le quartier. Puis, un moment donné, je me suis mis à passer la tribune, Le Devoir, la Gazette, la presse. Oh, Puis, j'ai commencé à ramasser d'autres runs, comme on dit. runs. Oui. Puis, j'ai engagé du monde pour passer mes runs. OK. Ouais. Puis là, mais quand Tu j'allais... payais, toi, tu te prenais une cote, tu dis, OK. Ben, je payais les jeunes, mais je prenais une cote. Mais moi, OK. ce que je faisais en plus, c'est que j'allais... quand j'allais faire la collecte le jeudi, je ramassais les journaux des gens. Et je ramenais ça à la maison. Mon père était vivant à ce moment-là. Je ramenais ça à la maison, on attachait ça en ballot. J'allais vendre ça à la récupération. On recule en 70... Wow! Des années 75. C'est avant-gardiste comme... Ouais, puis c'est mon père qui était avant-gardiste. Fait que c'est un de ses amis qui avait
dans l'ancien dépotoir de Sherbrooke, il y avait un endroit où Où il récupérait le papier. Moi, j'arrivais là, il pesait ça, puis il me payait. Il me donnait du cash. Puis mon père disait, tu vois, du vieux papier, tu peux faire de l'argent avec ça. Puis après ça, à Noël, je vendais des sapins de Noël. Fait que je disais, quel genre de sapin, madame, vous voulez avoir? 6 pieds, 8 pieds, il me donnait le grandeur. J'allais sur le terrain familial, j'allais couper les sapins. OK. Vous aviez une J'engageais mon beau-frère pour qu'il vienne avec moi, pour qu'il charrie ça avec son char. Fait que Et là, t'as quel âge, là? T'as quoi? j'ai 12 ans. 11 ans, 12 ans. OK. Et je veux dire, donc, ça veut dire, très tôt, toi, t'as dit, je veux avoir l'indépendance de prendre mes décisions, d'être autonome. Et il y avait un amour de l'argent. Il n'y avait pas une gêne par rapport à multiplier l'argent. Non, il n'y avait aucune gêne par rapport à la multiplication de l'argent. Puis il y avait beaucoup de la compréhension que j'ai faite à ce moment-là, c'était le multiservice au même client. Fait que multi-revenu pour le même client. Oui. J'ai compris ça très jeune. Fait qu'après ça m'a suivi toute ma carrière d'homme d'affaires qui a duré. Quelle durée, écoute. Qui dure encore. Je veux dire, est-ce que tu peux juste, mettons, nous faire la nomenclature, là, ce que tu avais comme. Une fois que tu as vendu des journaux, tu as vendu d'autres choses. Je ne veux pas On n'ira pas là. On n'ira pas là. Mais on passe par-dessus ça. Là, à un moment donné, me semble, le souvenir que j'ai, c'est que tu as acheté un des bars les plus. Pas prometteurs, mais les plus populaires de Sherbrooke. Est-ce que c'est ton premier move en bon français? Oui, après avoir fait tout ça, après ça, j'ai lâché le cégep, puis j'étais allé sur le marché du travail, j'ai vendu des encyclopédies porte-à-porte, j'ai fait plein d'affaires dans un moment de consommation et tout ça, puis que j'étais révolté par rapport à l'école. Puis à un moment donné, j'ai décidé de retourner à l'école, puis j'ai décidé de devenir avocat. Oui. Fait que je suis parti à l'école à Montréal, puis je suis devenu avocat. Je n'ai pas pratiqué, mais j'ai fait mon T'as cours. ton barreau, il faut t'appeler maître. Non, j'ai pas fait mon barreau exactement parce que j'ai arrêté avant. Fait que j'ai fait tout mon cours de droit, j'ai fait mon cours de gestion d'entreprise au HEC de Montréal. Puis après ça, ma mère et ma soeur étaient actionnaires dans une entreprise qui était le Café du Palais, qu'on appelait Les Marches, qui était le surnom, qui était un des bars les plus connus au Québec. Oui. Et il y avait des problèmes de gestion, il y avait des problèmes. Ma mère, elle avait investi, puis elle avait réinvesti, puis il y avait des problèmes. Puis moi, toutes les fois que je venais, je disais, moi, je saurais quoi faire avec ça. Moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie toute ma jeunesse. J'ai commencé à être boss boy à l'hôtel Le Baron quand j'avais 14-15 ans. OK. Puis après ça, j'ai été serveur au Joséphine, j'ai été maître d'hôtel, j'ai tout fait. Tu connaissais la structure de l'hôtellerie énormément. Puis j'ai travaillé beaucoup à Magog aussi l'été pour payer mes études. Je travaillais à l'auberge Offord. Okay. Donc, j'ai été serveur, j'étais barman. Fait que, je connaissais le milieu. Puis je connaissais la musique, parce que j'étais un musicien à la base, depuis très jeune. Fait qu'à un moment donné, je disais à ma mère, je disais toujours à ma mère que des fois, je me disais, moi, je saurais quoi faire avec ça. Ça marche pas parce que je saurais quoi faire avec ça. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, là, tu sais quoi faire avec ça? Moi, je t'ai écœuré de mettre de l'argent. Okay. Tu fais quoi avec ça? Fait que je suis descendu. Puis là, j'ai fait un shutdown. Fait que j'ai un shotgun, je veux dire. Fait que j'ai racheté l'autre personne qui était là de façon hostile, comme on peut dire. Oui. Je l'ai tassé, puis j'ai ramassé une partie des actions. Puis là, j'ai pris en charge le Café du Palais. Puis je l'ai opéré avec. C'était Les Marches, tu as changé le nom, c'est là que c'est devenu le Café du Palais, non? Ça s'appelait Les Marches au début. Ah, OK. Ça a toujours été le Café. Ça s'appelait Café du Palais. Fait que Les Marches, c'est les 2 premières années, là, 50 ans. Et on dit Les Marches parce que c'était en face du Palais de justice et il y avait des marches qui menaient au Palais de justice. Et là, c'est devenu le Café du Palais. La terrasse est C'est ça, en marche. Puis c'est en face du Palais de justice qui est maintenant l'Hôtel de Ville à Sherbrooke. Exact. Okay. J'ai commencé à opérer ça en finissant mes études. Puis après mes études, j'ai décidé de continuer ça. Puis c'est là que j'ai commencé à produire des spectacles. J'ai commencé à faire les mercredis juste pour rire. J'ai commencé à amener des spectacles de niveau international dans le bar. Fait que j'ai commencé à développer mon côté producteur. Le bar s'est mis à marcher très, très fortement. On est devenu vraiment le bar le meilleur vendeur de produits Molson selon la capacité à travers le Québec. On vendait de la grosse bière. Il y a 3 piastres le jeudi soir. Fait qu'on en vendait beaucoup. Là. C'était des camions qui rentraient. Fait que j'ai fait mes dents à ce moment-là également. Puis après ça, je suis devenu vraiment producteur. J'ai réouvert le théâtre Granada à Sherbrooke, qui était fermé à ce moment-là. Puis là, je faisais venir des bands punk rock des États-Unis dans le Granada, où il y avait des trous dans le plafond, puis on faisait des shows. Puis là, j'ai commencé tranquillement. Les productions du Palais, ça vient de là. Fait que j'ai commencé à produire des shows là. J'ai acheté la moitié du bar spectacle d'Auteuil à Québec avec mon chum André Gagné. Okay. On a parti Woodstock en Beauce. On a racheté Woodstock en Beauce, pas acheté. Woodstock en Beauce a fait 1 an. Le monsieur était venu nous voir pour l'aider à faire de la programmation au d'Auteuil. Et le monsieur est décédé. Fait qu'on a pris sa place, puis on s'est associé avec 2 Beaucerons. Puis là, on a pris Woodstock en Beauce qui avait à ce moment-là
à peu près 1500 visiteurs. Et après 2 ans, 2 ans et demi, on a eu 75 000 visiteurs. Wow. Fait que c'est devenu très gros, Woodstock en vôtre. Moi, je suis resté 10 ans. Puis après 10 ans, j'ai vendu mes actions aux autres actionnaires parce que je n'étais plus d'accord sur la vision à long terme. OK. Fait que j'ai fait ça. Après, j'ai eu des hôtels dans la région de Montréal en partenariat avec mon chum Stéphane Bégin, que Oui. tu connais aussi. Oui. J'ai eu des entreprises au niveau du web. Fait on avait des jeux en ligne, Games Freak, ça s'appelait. Il y a des millions de joueurs par jour qui jouaient sur ces jeux-là en ligne. C'était pour des ados. Alors, on a une compagnie où on faisait investi dans une compagnie où on faisait des sites web. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. T'étais quelqu'un qui... j'ai l'impression que dans ce moment-là, tu cherchais toujours la coche d'avance sur ce qui était... Tu parles du jeu web, le jeu en ligne, le web. Tu avais la capacité, l'instinct de repérer ce qui pouvait fonctionner. Oui, puis souvent, dans ma carrière, j'ai souvent été un petit peu trop en avance. Ce qui veut dire? J'étais trop en avance. Ça amenait quoi comme conséquence? Ça amenait que ça ne marchait pas au point où ça devrait marcher parce que j'étais un petit peu trop en avance. Les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. Il y a des affaires que j'ai amenées parce que j'ai eu aussi des affaires au Costa Rica. Puis à un moment donné, j'étais arrivé avec les visites 360 avec des caméras, tout ça, avec Dominique Morin qui était Wiggy. Tu dois peut-être connaître. Oui. Puis on avait amené ça au Costa Rica, puis tout ça, mais on était un petit peu en avance. 2 ans plus tard, ça aurait été un... Donc, ça me fait penser un peu, tu sais, Nespresso, les capsules, 10 ans avant, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Puis à un moment donné, ça veut dire que l'entrepreneur qui nous écoute, il faut que tu apprennes à déchiffrer. Comment tu fais pour déchiffrer, je suis au bon moment? Parce que tu veux pas te faire voler ton idée, tu veux que ça s'enclenche. Fait qu'il faut écouter son instinct, ça c'est ça. Parce que à ce moment-là, moi, je voulais aller trop vite. Puis à ce moment-là, j'étais en mode consommation aussi, parce que j'étais dans mon histoire, moi, j'ai beaucoup consommé. Okay. Ça allait vite. Tout allait vite, puis je voulais beaucoup tout le temps. L'impatience. J'étais workaholic, tu sais. Fait que c'était comme go tout le temps. Je m'étourdissais. Je voulais pas vivre mes émotions. Fait que moi, c'était go. Fait qu'à un moment donné, il faut savoir prendre du recul puis se poser la question, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais passer vite? Le marché est où par rapport à tout ça? Pour ajuster, parce que j'ai été de même au niveau des entreprises, mais j'ai été de même aussi au niveau de mes investissements au Costa Rica. Ça a été la même affaire. J'ai été un peu trop vite dans l'investissement, un peu trop vite dans la revente par rapport à ce que j'aurais pu faire. Mais tout dans une espèce de... J'étais pressé. C'est-tu l'impatience que tu disais à un moment donné que tu n'avais pas dompté? Ça fait partie le jeune entrepreneur qui... dans la vingtaine versus le gars de 40 ans ou la jeune fille au niveau de la testostérone, comment tu... Bien, je me suis beaucoup questionné par rapport à ça. Puis on a eu des discussions, moi, ma blonde qui me disait toujours, t'es toujours en avant, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis beaucoup posé la question après tout ce qui m'est arrivé. Puis c'était vraiment parce que j'étais pressé, moi. Puis les gens qui me posaient la question à ce moment-là, pourquoi tu travailles tant? Pourquoi tu étais pressé? Ouais. Pourquoi? Mais parce que moi, quand mon père est mort, je me suis donné un rôle de victime. Pauvre moi, mon père est mort. Ça l'a teinté toute ma vie. C'est pour ça que je me suis gelé avec la drogue. J'ai pris de l'alcool pour me geler les émotions. J'ai travaillé pour me geler les émotions. Fait que moi, je ne voulais pas ressentir rien. Fait que j'avançais. Puis dans ma tête, à ce moment-là, je m'étais raconté une histoire. Puis l'histoire que je me suis racontée quand mon père est mort, c'est que moi, comme mon père, j'étais pour mourir à 47 ans. Fait que j'avais pas de temps à perdre. Fallait que j'aille vite. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Oui, c'est bien ça. Écoute, tu me devances, là, parce que... je me suis raconté cette histoire-là quand mon père est mort. Oui. Puis je suis mort sur une table d'opération à 47 ans. À l'âge que je m'étais donné comme fin. OK. Fait que quand tu penses à ça, tu fais comme, fais attention. Oui, fais attention à ce que tu dis parce que l'univers physique quantique, oui. L'univers a t'entend. Puis c'est moi-même qui l'ai fait parce que je me suis auto-saboté tout ce temps-là. Fait qu'à quelque part, j'ai créé moi-même mon problème de santé puis ma mort. Après ça, j'ai eu le privilège de vivre dans des années 2000 où ils ont été capables de me réparer. Oui. Ça serait arrivé 10 ans avant, je serais mort. Oui. Donc, il faut faire attention à tout ça. Fait que je pense que c'est une question très bonne question que tu me poses là, c'est-à-dire pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est de prendre le temps, de prendre un peu de recul, ce que je ne faisais pas avant. Moi, je sautais d'un projet à l'autre. Tac. Ce que je sens beaucoup aussi, parce que tu es... Avec les réseaux sociaux, j'ai tout le temps l'impression que tu n'es jamais assez. Il y a toujours quelqu'un qui est plus que toi. Sa business est plus que toi. Fait que ça crée chez les gens une espèce de tourbillon. Il faut que j'aille là, il faut que j'aille rejoindre. Puis si tu ne fais pas ça dans l'urgence, ben là, tu perds de l'argent. Fait que moi, j'aime ça parce que j'ai l'impression que tu as compris, tu t'es déposé après cet événement-là. Mais l'impatience, le côté pressé, c'est que tu dis, je meurs à 47 ans, puis il y a un autre gars après qui va renaître. Mais je veux juste qu'on finisse cette période-là
Moi, j'avais l'impression que je te regardais aller parce qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai toujours eu l'impression que tu étais bien dans le chaos. Oui. Il y avait, il y avait cette. Je me souviens des fêtes du 31 décembre. Le chaos. Il y avait ce. Pas le chaos où le monde se bagarre, mais il y avait le bruit. Il y avait ce plaisir. Et il y a des gens, des entrepreneurs qui m'ont déjà dit plus il y a du chaos, plus je suis groundé. Ouais. Plus c'est là que j'arrive à repérer la Moi, bonne décision. Je pense qu'on retrouve les plus grands entrepreneurs dans ceux qui sont capables de vivre dans le chaos. Oui. Parce que c'est dans le chaos qu'on trouve les meilleures opportunités. Puis c'est dans le chaos que, bien, souvent, quand tu me parles des fêtes du 31, parce que moi, je faisais toujours des super oui, malades mentales. C'était fou. Là. Puis le 24 décembre, la veille du Noël, on en faisait toujours des immenses. Et pour moi, puis l'Halloween, c'était toujours immense, immense, immense. Puis, à quelque part, les gens appréciaient beaucoup, parce que, comme toi, tu voyais l'espèce de chaos, mais c'était pas chaotique. Les gens passaient une super belle soirée, mais c'était tout le temps too much. C'était loud, c'était bruyant, c'était généreux dans le plaisir que les gens recherchent dans l'instantanéité. Ouais. Fait que moi, je crois beaucoup. Moi, souvent, moins aujourd'hui, mais avant, j'avais mes meilleures idées dans le chaos. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est beaucoup le chaos qui m'amenait aux meilleures idées. Aujourd'hui, c'est très différent. On va y revenir. Et c'est donc, tu dis, les meilleurs entrepreneurs, ça veut dire qu'au niveau de tes émotions, tu arrives à les mettre à un niveau que tes idées restent claires, malgré que gérer 75 000 personnes à Woodstock, un artiste qui ne vient pas à la fête du Lac des Nations, les intempéries, et j'imagine que plus les gens autour de toi s'activaient dans l'émotion, toi, tu disais, j'ai pas le choix, il faut que, pas que je ravale, mais il faut que j'apprenne à contrôler ça. Oui, puis tu sais, un moment donné, tout le monde connaît Donald K. Donald. Oui. Un moment donné, j'avais une discussion avec tout le monde, ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes, c'était le grand producteur au Québec. Qui a fait venir les Led Zeppelin, les Pink Floyd, tous les grands artistes. Et c'était un modèle pour moi. Oui. J'avais une discussion avec lui, puis il m'avait dit, tu sais, Jean-Pierre, si tu veux être un grand producteur, tu dois être la personne la plus calme et en contrôle, puis tu es supposé d'avoir rien à faire. Fait que là, j'ai quoi? Ben, il dit, quand tu es dans un événement, tu es supposé avoir rien à faire. Parce que toi, tu es là pour gérer le chaos s'il arrive. Si tu es en train de courir puis le chaos arrive, comment vas-tu le gérer? Wow! Donc, mettons, les exemples que tu as nommés là, c'est arrivé. Tu sais, à Woodstock en Beauce, on a vécu des avions qui n'ont pas pu atterrir avec l'Overboy, quelqu'un qui est décédé sur le site par rapport à une overdose. On a vécu des affaires que tu dois être en mode gestion de crise. Oui. Si je cours partout, comment tu veux que je gère ça? Il faut que je sois capable de calmer le chaos. Il faut que je sois à l'aise avec le chaos pour gérer l'événement ultime. Oui. Puis à la fin du lac, on l'a vécu aussi. Quand il arrivait, quelqu'un ne se présente pas, bien, je reste calme, je prends le téléphone, puis je trouve un nouvel artiste. Dans le calme le plus complet, les gens, ça déstabilise beaucoup les gens. Moi, je suis excessivement calme et en contrôle dans ces périodes-là. Est-ce qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as gardé cette capacité. Encore plus, hein? Oui. Oui, parce que je suis plus zen que j'étais. C'est ça. Je suis plus dans la consommation. Fait que je suis encore plus conscient de ce que je fais et pourquoi je le fais. Et moi, c'est ce que je remarque qui différencie ceux qui arrivent à amener, à sortir de ces états de crise-là, c'est cette capacité de gérer l'émotion qui est, à mon sens, un des points communs, il y a des exceptions, qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Oui, puis tu sais, moi, j'ai toujours comme... je sais qu'en négociation, tu sais, je suis assez à l'aise quand j'ai besoin de négocier. Puis une de mes forces en négociation, puis moi, j'enseigne ça aux gens que j'accompagne, puis surtout aux jeunes entrepreneurs, c'est d'être le plus calme. Donc, quand je suis en négociation, moi, je demeure toujours calme. Je ne pète jamais les plombs. Et quand l'autre s'excite, je demeure encore plus calme. Et je le déstabilise. Parce que c'est là que tu trouves que c'est le fait que l'autre rentre dans une émotion, il vient Je déstabilise et je gagne. Parce que je suis en contrôle. Parce qu'une négociation, c'est embarque dans mon canot, on va descendre la rivière, puis c'est moi qui chauffe le canot. OK. Fait que quand tu restes calme, tu restes en contrôle, tu contrôles la situation. C'est toujours la personne qui a l'intention la plus claire, puis qui est le plus en contrôle de ses émotions, qui va gagner une négociation. Tu dis monte à bord de mon canot et on descend cette rivière, quoi. Et là, c'est le win-win en affaires.
Parce que tu dis, moi, je veux gagner. L'autre, quand tu es en égo, il veut gagner lui aussi. Oui, mais l'important, c'est bon parce que j'aime la question que tu me poses là. Parce que le but, c'est pas de gagner absolument. C'est-à-dire que c'est gagner d'avoir un win-win, justement. Moi, je veux avoir des win-win de plus en plus. C'est ça que je recherche. Le win-win, c'est de t'embarques dans mon canot, on commence à descendre, puis à un moment donné, je veux que tu rames avec moi, mais au même rythme que moi. Là, on est dans un win-win. Puis là, on va aller plus loin, plus vite, puis plus solidement. Oui. Fait que moi, ça veut dire que deux choses. Je veux gagner, j'ai mon intention claire. Fait que l'autre peut s'ajuster. Je peux également m'ajuster. Fait qu'en négociation, je sais où je veux, mais si tu as raison, si tu es assez intelligent pour me faire questionner puis me changer mon idée, je suis d'accord. Mais je vais quand même mener la discussion. Parce que moi, c'est ma façon de faire. Oui. Mais après ça, si tu as des bons points, je vais t'écouter. Puis si tu as raison, je vais te le dire. J'ai pas l'ego de dire que j'ai tout le temps raison. Je suis capable de te dire, Hugo, ton idée est meilleure que la mienne. Fait qu'on me rame dessus en même temps avec nos propres idées mélangées pour descendre la rapide le plus vite possible et le plus smoothement Et possible. le plus, sans embûches, diminuer les embûches, les irritants, Exact. la fatigue mentale. Donc, puis tu as dit un mot important, tu as parlé d'ego. Ouais. Ça veut dire parce que souvent en affaires, il y a des gens qui disent, moi, je veux gagner, je veux écraser l'autre, je veux tout avoir, je veux te... Il y a cette espèce comme... C'est un monstre que tu peux nourrir, l'ego en affaires. Oui. Puis il est très dangereux, l'ego en affaires. Oui. Oui. Et moi, il m'a amené à faire les pires décisions de ma vie. As-tu des trucs que tu as envie de dire? Mais quand tu dis les pires, donc, c'est quelque chose que tu as appris à dompter avec la sagesse, pour ne pas dire la vieillesse. C'est avec l'expérience. C'est l'expérience. Et l'expérience vient avec la sagesse et la vieillesse. À cause des vraies affaires. Mais sérieusement, l'ego, l'ego, il parle fort. Fait que c'est l'ego, c'est ta tête qui va te dire fais ci, fais ça, puis il est très, très en avant. T'sais. Puis si tu es juste dans l'ego, tu peux pas entendre ton intuition. Puis si tu n'entends pas ton intuition, tu prends des très mauvaises décisions. Fait qu'il faut être capable de calmer l'ego pour écouter l'intuition. Fait que moi, pendant longtemps, j'ai eu de la misère à écouter mon intuition. Mais j'écoutais mon ego, je fonçais dans mon ego, mais je prenais toujours des moments de repos où je me connectais sur mon intuition. Fait que si tu te souviens de moi, dans le temps qu'on se voyait souvent, je partais souvent une semaine tout seul dans un tout inclus. Oui. Fait que j'étais très étourdi, je fonçais à 5-6 projets de front. Puis une fois par mois, une fois ou 2 mois à peu près, je partais une semaine à Cuba ou ailleurs, tout seul, tout inclus. J'allais me déposer. Oui. Et c'est là que mon ego se calmait. J'étais tout seul. Je n'avais plus rien prouvé à personne. Oui. Et là, mon intuition arrivait. Et là, mes meilleures idées, c'est là qu'ils venaient. Puis là, je revenais, puis je mettais en application ce que j'avais ressenti. Puis ça m'a pris du temps à comprendre ça. C'est avec du recul que j'ai pu comprendre mon pattern, comment je travaillais. À ce moment-là, je n'étais pas conscient de ça. Donc, je faisais ça de façon inconsciente. Mais ça fonctionnait. Donc, c'est quelqu'un qui veut, qui nous écoute, qui, par rapport à l'ego, tu vois, dans tes coachings, comment tu peux... c'est de l'insécurité, souvent, l'ego, où c'est t'as pas confiance en l'autre, tu n'as pas confiance à ton projet ou à ta façon de négocier. Donc, comment tu peux dire à quelqu'un, là, en affaires, c'est une des bases pour arriver à du win-win. Il faut que tu maîtrises ton ego. Je parle, à moins que j'oublie quelque chose. Là, mais... Non, moi je suis d'accord, mais il y en a qui ont des gros égos et qui réussissent énormément. Là. On va se dire les vraies affaires. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Je pense pas. Moi, je pense que les entrepreneurs avec des très gros égos qui réussissent beaucoup, puis j'en connais, là, ils sont malheureux. Puis j'en connais un en particulier que je pense dans ma tête, puis que tu connais, je ne nommerai pas ici, qui a un très gros égo, qui est multimillionnaire, mais c'est une merde, il est malheureux. Là. Non, mais il est malheureux, man. Là. Il est malheureux. Ça regarde dans le miroir et il baisse les yeux. Il est tout seul. Oui. Avec ton ego, tu es tout seul. Oui. Tu peux pas avoir d'amis, tu crosses tout le monde avec des affaires. Moi, ça arrive. Si tu crosses le monde autour de toi, même tes amis, mais à un moment donné, ton monde, il disparaît. Moi, j'aime mieux écouter mon intuition. Oui, il y a un certain ego parce que je suis fier, puis je vais toujours être fier, puis c'est correct. Oui. Mais il ne faut juste pas laisser lui prendre le dessus. C'est-à-dire être capable de... Il faut le maîtriser, il faut le dompter. Il faut qu'il serve à la bonne cause. C'est une bébite que tu dois faire taire pour pouvoir écouter, puis tu es capable de faire taire pour écouter l'autre. Oui. Parce que dans la vie, on a une bouche, 2 oreilles. Fait qu'en égo, écoute 2 fois plus que tu parles. Puis ça aussi, c'est un truc infaillible. Fait que si tu es toujours en train de parler, l'autre, il comprend tout, puis toi, tu comprends rien. Oui. Puis
En affaires, l'association, comment tu la voyais et comment tu le vois encore aujourd'hui pour être capable de réussir? Est-ce que c'est une pierre angulaire? Tu dis, regarde, si tu n'as pas les bons associés autour de toi, c'est que tu te compliques, tu mets les roches dans tes souliers de la Ouais, réussite. exactement. Les mauvais actionnaires, les mauvais partenaires deviennent des gros cailloux dans tes souliers ou un pack-sac plein de roches qui te ralentissent ou qui te font prendre les mauvaises décisions. Donc, Comment t'es arrivé, toi, à dire, ben là, il faut que gérer l'ego de quelqu'un, tu dis, ça fonctionne plus, nos routes se quittent. ouais. T'avais-tu une technique dans les coachings que tu peux dire, ben regarde, faut que tu t'en rends compte rapidement parce que ça peut être carrément ça qui fait que tu croules avec ta Ouais, business. mais deux choses par rapport à ta question. Un, je vais être très franc. Présentement, je suis seul dans mes entreprises. OK. J'ai décidé que j'étais seul. Tu n'avais plus besoin J'ai d'association. plus d'associés. Je ne dis pas que j'en aurai Non, jamais. non, non, mais Présentement, dans tous mes projets, je suis seul. Et je suis très bien. Puis quand je fais du coaching avec des entrepreneurs, ce que je leur dis tout le temps au niveau des associés, puis j'en ai eu beaucoup, fait que je sais c'est quoi, c'est de nommer les choses au moment présent. Donc, il y a un malaise, il y a un malentendu, tu le nommes maintenant. Parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne le nomment pas, ils le gardent, et là, une petite boule devient une grande boule. Donc, c'est comme je dis toujours, si tu as peur de quelque chose, imagine que c'est un dinosaure, tu es mieux de le tuer quand il est petit. Quand Oui. il est rendu gros, tu peux plus le tuer. tu vas te bouffer. Fait que ta relation avec ton entreprise, avec ton partenaire, c'est la même chose. Puis quand tu nommes quelque chose, tu peux le transformer. Si tu ne nommes pas, il n'y a rien qui change. Fait que quand tu nommes quelque chose, si on est partenaires ensemble, tu m'énerves par rapport à telle affaire, tu as pris une mauvaise décision, je te dis, écoute, Hugues, ça ne marche pas pour moi, ça, je ne suis pas d'accord quand tu fais ça comme ça, mais on a une discussion, on peut transformer la situation. Si je ne dis pas un mot, puis je te laisse aller, bien ça, tu vas continuer à nourrir ça. Oui. Je vais être de plus en plus frustré, puis on ne peut rien transformer. Fait que la base de la réussite des bons partenariats, c'est la communication. Et un bon contrat. Bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est Un comme. bon contrat, parce que c'est comme un mariage. Tu fais ton contrat de fin de mariage quand ça va bien, tu ne le fais pas quand ça va mal. Parce que là, tu perds. Et là, le coaching, les conférences, juste avant d'aller là, il y a un moment pour moi, quand on discutait, où j'ai senti Jean-Pierre qui était, je dirais, au top, j'utilise dans l'ancien monde de l'entrepreneur que tu étais, c'est quand tu étais capable d'obtenir ta licence de radio. Ouais. J'ai comme eu l'impression que c'était un moment pour toi de grande victoire où tu étais dans l'art de la maîtrise de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. C'était comme, et est-ce qu'aujourd'hui, ça te sert dans ce que tu fais, dans ton enseignement, parce que tu étais dans une haute compétition avec des gros joueurs, Ouais. puis tu es arrivé à ouvrir quelque chose de fabuleux, qui était une station radio dans un monde qui était très compétitif. Oui, mais il y a deux versions de cette histoire-là. Toi, t'en connais juste une, va te raconter l'autre. OK. Fait que la belle version, c'est OK, j'étais partenaire avec André Gagné, avec qui on avait Woodstock en Beauce, le bar spectacle d'Auteuil. Puis à ce moment-là, j'avais la fête du lac, le café du Palais. Ça roulait, là. J'avais T'étais Lounge au Costa Rica. Tu étais au top de ce que tu faisais en business. Là. C'était mes plus grosses années. Pas les plus équilibrées. Non, mais Mais c'est ça. Mais finalement, à un moment donné, pour être très franc, à un moment donné, André dit hey, ils vont ouvrir les licences pour Sherbrooke. Fait que CRTC ouvre une licence pour ouvrir un nouveau poste de radio à Sherbrooke. Puis on dit let's go, on dépose ça. Fait qu'à un moment donné, je fais comme ça, pas de maudit crise de bon sens. Comme ça, finalement, let's go, on fonce. Puis moi, quand le monde me dit c'est impossible, c'est la fois quand j'ai fait mon cours de droit, tout le monde me dit tu seras jamais capable d'être avocat. J'ai dit fuck off, moi je m'en vais là, je vais le faire. Fait que quelqu'un dit c'est impossible, vous ne l'aurez pas. Ça me motive beaucoup. Fait qu'on a fait le boulot, on a monté vraiment un dossier de course. C'était les études techniques, les études marketing, le plan de pub, pourquoi nous autres par rapport aux autres. Puis on se battait comme Cogeco, Bell, TVA. des gros joueurs. Des gros joueurs. Puis, tu sais, quand tu déposes devant les commissaires, c'est comme il y a des commissaires en avant de toi, tu viens t'asseoir, puis là, tu fais ton pitch. T'sais. C'était moi qui était au centre. Puis juste avant, tu ne peux pas être dans la salle. Fait qu'on était dans une chambre d'hôtel, on attendait. Ils nous appellent, on arrive là. Juste avant nous autres, c'est TVA. Wow. Fait que c'est Pierre-Carl Bellado qui est dans la chaise du centre. Il se lève. Moi, le petit cul, je m'en viens, puis je vais m'asseoir là. Fait que je prends dans la chaise encore chaude. Oui. J'espère qu'il n'a pas pété. Non, tu perds. Sérieusement. Fait que on fait le pitch, le comptable est là, puis notre directeur technique là, qui faisait le côté technique de la station.
Fait qu'on fait le pitch. Puis on l'a eu. On a eu la licence du CRTC. On a ouvert un poste de radio à Sherbrooke. Fait qu'on a installé une station de radio, une antenne. On a ouvert des bureaux. On a installé des bureaux. On a engagé une équipe complète. On a ouvert un poste de radio qui s'appelait Génération Rock. Puis t'avais un beau nom de licence, il me semble. C'était quoi? Génération Rock. C'était pas si... C'était Génération Rock, mais c'était quoi? J-Rock. J-Rock, c'est ça. J-Rock, Génération Ouais, Rock. c'est ça. J-Rock, c'était comme les marches, c'était le slick name. Ouais. Ouais. Fait que c'est une radio parlée en plus. Fait qu'il n'y avait pas ça à Sherbrooke. Fait qu'il y avait du parler avec de la musique, plus rock. Fait que j'ai été directeur général de cette station-là au travers de tous les autres projets que j'avais. Fait que ça a été incroyable. Je me suis prouvé qu'à l'intérieur de nous, on a tout le pouvoir. Ben, c'est ça. Ça vient de mon père qui m'a éduqué quand j'étais jeune. Mon père m'a fait lire un livre qui s'appelait Le pouvoir du subconscient. Et il m'a montré comment que le subconscient captait tout ce que l'on lisait, écoutait, voyait et qu'on avait accès à tout ça. Et ça, moi, c'est la plus beau chose que mon père m'a laissé, c'est ça. De comprendre ton subconscient. Comprendre le pouvoir qu'on a en tant qu'être humain. Puis j'enseigne beaucoup ça aux gens autour de moi, parce que les gens doutent de tout ça. Mais quand tu comprends ça, puis que tu utilises ton pouvoir de subconscient, dis-toi que tout ce que tu lis, écris, vois, pense, ça reste dans ton subconscient. Puis si tu es dans l'ouverture, puis tu y crois, tu peux y avoir accès. Tu as une grosse bibliothèque de tout ce que tu as vécu, lu, écouté, vu dans ta vie et dans ta tête. Il faut juste que tu y ailles. Fait que c'est le même que j'ai fait mon doigt, c'est le même que j'ai eu le poste de radio. Fait qu'on l'a fait, ça a été cool. Mais on l'a vendu après ça à Cogeco. Puis le monde, on te dit, wow, on est devenu multimillionnaire, mais ça coûte très cher. Fait qu'on s'est endetté pour faire un poste de radio. Il faut se dire les vraies affaires. Par contre, c'était absolument pas aligné ce que je voulais faire. C'était un trip d'ego. OK. C'est un trip d'ego. Fait que j'ai pas été heureux dans cette aventure-là, moi. C'était comme la goutte de trop qui siphonnait ton énergie ou quoi? Bien, on l'a fait parce que, wow, c'était un gros défi. Mais à quelque part, c'était-tu là que je voulais aller? Pas en tout. Fait que j'ai pas été heureux là-dedans. Moi. Ça a pris beaucoup d'énergie d'entrepreneur que tu étais pour faire ça. J'étais fatigué rendu à cette période-là. Moi, là, j'arrivais dans le bout où mon corps commençait à me lâcher. Là. Parce qu'après, pas longtemps après ça, j'ai vendu Woodstock. J'ai vendu la radio. J'ai vendu le bar. J'ai commencé à tout vendre à ce moment-là. Sans le savoir, j'étais en train de liquider parce que j'étais plus capable de faire tout ce que je faisais. J'étais plus capable de faire tout ce que je faisais. Fait que j'étais sur le bord de... j'étais en train de mourir. Mon cœur était en train de me lâcher, mais je ne le savais pas. Puis j'avais 30 livres de plus que j'ai là. Wow, oui, c'est vrai. Fait que je le traînais, ça. Là. Fait que tout ça pour dire que c'est beau, mais ce projet-là, si je me serais vraiment posé la bonne question, parce que moi, je dis toujours aux gens, c'est important d'avoir un objectif de vie puis savoir exactement où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Parce que quand j'ai mon objectif puis je sais ma mission, ma vision, c'est là que je vais aller. Quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent sur ta vie, est-ce que c'est un détour ou est-ce que ça te rapproche? Puis ça, c'est un gros détour. OK. C'est bon ce que tu dis. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, essaie de monter en ligne droite vers ta vie, ce que tu désires vraiment être, avoir et créer dans ta vie. Puis là, si tu montes dans ta ligne droite puis tu as des opportunités qui se présentent, bien, pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher d'eux ou c'est un grand détour? Puis moi, ma carrière d'homme d'affaires, ça a été des détours. Pour aller, l'objectif, c'est aujourd'hui, à travers le choc que tu as eu en 2013, là, j'ai l'impression que le Jean-Pierre qui était dans l'inconscient est apparu par la force des choses. Le gars qui a décidé d'aller... J'utilise, je ne sais pas comment, tu sais, puis je veux pas que ce soit galvaudé, la spiritualité, le monde de la gratitude, il y a tout un univers qui, des fois, peut être... Il y a beaucoup de préjugés, mais toi, tu l'amènes d'une manière, quand je dis tu as suivi des cours avec un des tops aux États-Unis qui est Anthony Robbins. Tu as suivi aussi Joe Vital. Joe Vital. Tu as écrit avec lui, ça, tu pourras en parler aussi. Et ça, il y a comme un nouvel homme, une nouvelle possibilité d'affaires pour gagner ta vie, puis te sentir ce qu'on appelle sur son X à partir de ce moment-là. Oui. Ça, c'est après mon opération. Après mon opération, rapidement, on retombe sur nos pieds après une opération comme ça. C'est assez incroyable. Là. Il t'ouvre en deux, puis il sort ton corps sur une table, puis il ouvre le corps en deux, puis c'est assez majeur ce que j'ai vécu. Puis, c'est sûr que rapidement, j'ai perdu mon 30 livres suite à l'opération. Mais sérieusement, c'est hallucinant comment rapidement j'ai repris mon énergie. Parce que premièrement, mon cœur était tellement... Neuf? Ben neuf. Puis tu sais, moi, j'avais une valve qui ne fonctionnait plus. Fait qu'une valve, c'est 3 morceaux. 2 des 3 ne bougeaient plus. Puis l'autre était ouverte. Fait qu'il y avait un trou. Mon sang, il passait il ne se refermait pas, la valve. Fait que j'avais le côté gauche du cœur
un tiers, 2 fois plus grosse que le côté droit parce qu'il travaillait trop fort. Fait que ça s'est replacé avec le temps. C'est hallucinant comme la vie est bien faite. Fait que suite à tout ça, moi, je suis parti en Floride, pas en Floride, au Costa Rica. J'ai emmené toute ma famille le Noël qui a suivi. Tout le monde. Pour passer un temps incroyable avec eux autres. Puis après ça, quand le voyage fini, on partait tout le monde, ça retournait le 15 janvier. Puis quand ça a été temps de partir à l'aéroport, j'ai dit, ben moi, je reste. Puis là, ma blonde n'était pas d'accord. Elle a laissé l'homme qui s'est fait opérer à cœur ouvert tout seul au Costa Rica, mais j'avais besoin de me retrouver. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller à un premier événement de Tony Robbins. Puis c'est là que j'ai déposé l'objectif de devenir un auteur à succès, un coach haute performance et un conférencier international. J'ai déposé ça en février 2014. Quand tu dis déposer? Je l'ai écrit, je l'ai nommé, je l'ai décidé. Tu l'as déposé dans ton subconscient, autrement dit, tu l'as visualisé. Mais je l'ai surtout écrit. Tu l'as écrit. Parce que moi, c'est très important d'écrire. Je pense que les gens doivent faire ça. Écrivez qu'est-ce que vous voulez faire, là. Puis après ça, tu peux le lire, là. Puis tu peux te dire comment tu te sens face à ça. Là. Oui. Parce que quand tu gardes ça dans ta tête, ça n'a aucun pouvoir. Quand tu l'écris, il y a quelque chose qui se passe. Fait que prenez le temps d'écrire vos affaires. Puis souvent, le monde voit, mais je vais l'écrire sur mon ordinateur. Non. Écris-la à la main. Organique, là. À la main. Fait que je l'ai écrit là, puis à partir de là, mais j'ai créé ça. Puis quand je suis revenu de cette formation-là, où j'ai fait ma première marche sur le feu, mais c'était pas ça qui m'a marqué. Moi, c'était vraiment les 3 objectifs que j'avais écrits. Puis je suis revenu, puis j'ai dit à ma blonde, il faudrait qu'on se parle. Puis là, on s'est vu sur le coin de l'îlot dans la cuisine, parce que c'est là que ça se passe au Québec. Oui. Je disais à ma blonde, j'ai pris 3 décisions. Elle dit, oui, quoi? Je vais devenir un auteur à succès dans les 6 prochains mois. Je vais devenir un coach haute performance puis un conférencier international. Ma blonde a fait comme, what? J'arrête tout ce que je faisais avant. What? Ouais. Je change, je fais un... C'est-tu un 180, un 360? C'est un 720. C'est un 720 avec Périeux, t'as fait... Mais j'ai gardé quand même ma compagnie de production qui m'a permis de créer ce que je voulais créer puis d'aller apprendre ce que je voulais. Puis j'ai beaucoup voyagé. J'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans puis tout. Fait que ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai investi beaucoup en moi. Oui. Des centaines de milliers de dollars pour me former, pour aller chercher l'information que je voulais. Puis, mais le plus beau dans tout ça, puis le plus incroyable, c'est que devenir un auteur à succès en 6 mois, quand tu ne sais pas écrire, c'est assez... Peux-tu décrire ça? Parce que qui était... Il y avait quelqu'un qui s'est greffé à ce livre-là. Tout ça, est-ce que tu l'as ici? Non, je ne l'ai pas, celui-là. Tu l'as pas amené? Fait que ce qui est arrivé, c'est que je m'étais déposé cet objectif-là. Puis là, quand tu as un objectif clair, l'important, c'est d'avoir un pourquoi fort. Puis pour moi, mon objectif, c'était de devenir un auteur à succès parce que c'était pour me donner la crédibilité de devenir un coach et devenir un conférencier. C'est de même que moi, je me racontais. C'était mon histoire. Oui. On devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Oui. Fait que je suis revenu là, j'ai dit ça à ma blonde, puis j'avais aucune idée comment j'étais pour devenir un auteur à succès. Mais pour moi, c'était non négociable. Je me suis dit, bon, mais comment je vais faire? Je me suis commencé à écrire, j'écrivais pas super bien. Puis là, je suivais Joe Vitale, déjà. Joe Vitale, qu'on le voit dans le film et le livre Le Secret. Oui. Spécialiste de la loi d'attraction. Je le suivais. Puis lui, il envoie des newsletters. Puis des fois, 10 par jour, c'est n'importe quoi, beaucoup trop de newsletters. Fait qu'à un moment donné, tu les ouvres plus. OK. Puis pas longtemps après ça, une année, j'en ai ouvert une. Je sais pas pourquoi celle-là. J'ai ouvert une de ces newsletters. Puis dans cette newsletter-là, il disait que je recherchais 20 personnes pour leur montrer à devenir des auteurs à succès. Wow. Ouais. Fait que là, il fallait que tu écrives à Joe Vitale pourquoi il devait te choisir, c'était quoi ton histoire et c'était quoi ta vision de la loi de l'attraction. Fait que j'ai pris parce que c'est beau voir une opportunité qui se présente, mais il faut que tu fasses une action. Fait que j'ai écrit à Joe Vitale, en anglais, bien sûr. Puis j'ai écrit mon histoire, j'ai raconté mon histoire, que je m'étais autodétruit, la mort de mon père, mon opération cœur ouvert, que je venais juste de m'en sortir, puis que j'avais décidé que... Puis j'ai expliqué ma vision de la loi de l'attraction. Et à la fin, je lui ai dit, il faut absolument que tu me prennes. Tu peux pas ne pas me prendre. Si tu me prends pas, tu vas le regretter. Parce que je vais devenir un des meilleurs auteurs au monde. Oui. Fait qu'un peu baveux, j'ai tout à être un peu de même, tu sais. Fait que je finis ça de façon un peu baveux en disant, tu peux pas me prendre, tu vas le regretter. Ça, il aime ça, ça les stimule. Fait qu'à peu près, j'envoie ça. 2 semaines après, le téléphone sonne. Oui, allô? Jean-Pierre, it's Joe Vitale. Il t'a appelé? Oui. C'est pas lui qui faisait ça, normalement, c'est son équipe qui rappelait. Puis il m'a dit, écoute, j'ai lu ton histoire, ça m'a inspiré. Ton histoire est incroyable. Puis tu m'as fait beaucoup rire. Fait qu'avec ton affaire que tu me dis, c'est ça, mais tu sais, je me suis différencié en étant baveux, puis en disant, prends-moi, tu vas le regretter. Tu sais. Oui. Personne n'oserait dire ça à Joe Vitale, tu sais. À part moi.
Fait qu'il m'a dit, tu veux-tu faire partie du projet? Ça s'appelle The Midas Touch. C'est un collectif où tu vas être accompagné par mon équipe. Tu vas avoir des webinaires, on va te former pour t'expliquer comment ça marche. Puis tu vas avoir quelqu'un qui va corriger tes textes. Puis tu vas faire un chapitre dans une chose. C'est parfait, j'embarque. Fait qu'on on a fait tout la formation avec sa gang. J'ai écrit mon texte. Il était corrigé par un rédacteur à Londres qui corrigeait mon texte en anglais. Puis mon texte est sorti dans The Midas Touch. 6 mois et demi après le moment où j'avais nommé que j'étais pour devenir un auteur à succès. Et à la sortie du livre, le livre est un best-seller mondial. Sur Amazon. Ouais. Fait que là, tu vas me dire, oui, mais Joe Vitale, tous ses livres sont best-sellers. Oui, sur Amazon. Non, j'ai rien dit. Non, mais c'est parce que je l'ai fait. Les gens, moi, c'est Puis ça. je disais, écoute bien, moi, la seule affaire que j'ai dit, c'est que je voulais devenir un auteur à succès. J'ai pas dit qu'il fallait que je sois tout seul. J'ai pas dit qu'il fallait que ça soit sur Amazon ou pas sur Amazon. Ouais. Fait que j'ai manifesté ce que je voulais. Puis moi, ça m'a donné l'espèce de coup de pied au cul en disant, fuck, tout est vraiment possible. Puis ce que je crois, je peux le faire. Puis j'ai foncé. Après ça, j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. Je suis devenu coach haute performance. Je suis devenu conférencier international. Puis là, je fais. Et ça se passe là, tu sais, mettons, Jean-Pierre, qui quand je dis l'événementiel, marcher sur le feu que j'ai hâte de faire, c'est t'amènes les gens, parce qu'au début, il doit avoir le fameux « je me sens un peu imposteur, je ne maîtrise pas encore », tu sais, puis après ça, il y a une aisance, tu te dis « regarde, c'est ma mission, je plonge », ou tu as tout le temps eu cette certitude-là de dire « moi, je veux aider les gens à briser leurs croyances limitatives, je veux les amener autant dans leur vie personnelle, autant dans leur vie en affaires, dans leur vie spirituelle, peu importe. Je veux que les portes ouvrent du possible. C'est ça ta mission. Oui, puis tu sais, comment tout ça est arrivé sur mon chemin, c'est que, bon, j'ai fait mes formations avec Tony. J'ai fini avec lui en 2015, je crois. Puis après ça, j'ai fait, OK, j'ai mon livre, je suis coach. J'étais déjà coach sur haute performance en entrepreneuriat. Oui. J'étais entrepreneur depuis Oui. 40 ans. J'accompagnais déjà des jeunes, ça, mais j'étais allé chercher des outils supplémentaires avec Tony pour pouvoir m'aider. Brandon Bouchard aussi, que j'ai suivi, que j'ai fait des formations avec lui. Après ça, j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer au niveau des conférences? Parce que j'étais un gars d'événements à grand déploiement. Fait que je me voyais pas faire des conférences avec 2 petits speakers, puis tu sais, de basic. Je me disais, non, moi, ça me prend stage. big. Oui. Think big. Ouais. Fait que j'ai fait, moi, je vais faire marcher le monde sur le feu. Je l'avais déjà fait avec Tony Robbins, puis je me suis dit, OK, je vais me démarquer. Je vais être certifié pour ça. Je n'avais aucune idée comment faire ça, parce que c'est pas parce que tu le fais que tu peux le faire faire. Ouais. Fait que Tony Robbins, il nous montre pas comment le faire faire aux autres. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit à ma blonde, je vais faire ça. Fait que là, je suis allé sur Internet, puis je fouillais, puis je suis tombé sur le Firewalking Center en Californie. Puis il y avait une formation qui commençait 3 jours plus tard. Je me suis inscrit. Je ne savais pas vraiment à qui j'allais, mais moi, je m'en allais là. Puis là, je dis à ma blonde, sur le bord de l'îlot, je m'en vais dans 3 jours, me faire former pour devenir instructeur de la marche sur le feu. Je m'en vais là-bas. Je ne sais pas vraiment où je m'en vais, parce que moi, je veux juste devenir instructeur. Qui va me le montrer? Je m'en fous, je veux juste y aller. Je vais avoir la certification, je vais être capable. J'arrive là-bas en Californie. Le matin, je m'en vais là-bas. C'est une espèce de ranch, un gros salon. Il y a comme 8 chaises en demi-cercle qui sont là. Quand on arrive, on s'assoit. Puis là, à côté de moi, il y a du monde du Vietnam, de l'Afrique du Sud, du Népal, de l'Inde, des États-Unis. Il y a du monde de partout à travers le monde. Puis à côté de moi, il y a Poonacha, qui est le partenaire numéro 1 d'affaires de Deepak Chopra, qui est à côté de moi, OK. qui est devenu un ami à moi. Wow. Et là, je rencontre Tolly Burken, qui est le fondateur du mouvement de la marche sur le feu en Amérique du Nord, qui m'a formé. Et j'apprends que lui, à ce moment-là, mon mentor, c'était Tony Robbins. Mais lui, c'est le mentor de Tony Robbins. OK. C'est lui qui a formé Tony Robbins dans les années 80. Puis là, je suis tombé chez le mentor de mon mentor, sans le savoir. Puis c'est lui qui a formé T.R. Baker, de l'Esprit millionnaire. Oui. Il a formé tous les grands qui font ce que je fais, c'est-à-dire marcher sur le feu, sur le verre, casser des flèches avec sa gorge, casser des morceaux de bois à main nue, des briques en feu, des boules de feu. Toutes ces choses-là, c'est tout lui qui m'a appris ça. Fait que quand j'ai sorti de là, j'ai dit, je vais faire ma première conférence. Je suis revenu au Québec en 2016. Là, je me suis opéré en 2013. J'ai fait ma première conférence à Montjoie, à la montagne, à l'Estrie. J'ai loué la salle. J'ai rentré tout l'équipement là-dedans. Tu sais, j'ai fait ça en grand. Les moving lights, les caméras. Angel Forrest qui était invité. J'avais un artiste invité. Les caméras. Puis j'ai fait ma première conférence devant 200 personnes. J'avais jamais fait de conférence avant de ma vie. C'était ma première conférence. C'est la première? Ma première conférence. J'avais pratiqué une fois chez nous avec 5 personnes dans mon salon. Oui. Puis là, j'ai fait 200 personnes.
Puis j'ai fait marcher 200 personnes sur le feu, le premier soir, la première conférence. Fait que t'as dit, moi, J'y vais, je fonce, puis all in. j'ai dit pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Fait que je l'ai fait. Ça s'est revient, bien- ça, j'ai pas de temps à perdre. Ouais. C'est vrai. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai jamais douté. Je vais être franc avec toi. OK. J'ai pas douté. Je me suis pas senti imposteur. OK. Non, c'est ça que je disais. Il y a des gens qui se sentent imposteurs, alors que toi, c'était clair. Tu avais eu cet événement-là, tu as déposé tes demandes, puis tu as dit, à partir et les gens qui sont là, qu'est-ce que l'humain, quand tu le vois, qui traverse le feu, quand il est de l'autre côté de la rivière de feu, je ne sais pas comment on peut décrire le corridor, Tapis de braise. le tapis de braise, est-ce que tu vois une transformation d'humain? Parce que c'est... C'est excessivement puissant. Puis tu sais, le tapis de braise, c'est une métaphore. C'est C'est symbolique. l'obstacle Ouais. entre où tu es, où tu vas aller, entre qui tu es et qui tu veux devenir. Fait que la conférence, c'est tellement plus que la marche sur le feu. La marche sur le feu, ça dure 15 secondes pour chaque personne. T'sais. Fait que c'est 3-4 heures de conférence où je les amène vraiment à comprendre le pouvoir de leurs émotions. Comment ils peuvent maîtriser leurs émotions. Comment on peut faire face à nos croyances limitantes. D'où viennent nos croyances limitantes. Comment on peut s'en libérer. Puis comment on peut surpasser puis transpercer la membrane de nos peurs. Puis ce que je les enseigne, pourquoi j'utilise le feu, c'est que ta plus grande croyance limitante, c'est « touche pas au feu, tu vas te brûler ». Depuis que tu es haut de main, tu peux dire ça. Ouais. Fait que tout le monde dans leur tête font comme « non, mais c'est impossible, je peux pas faire ça ». Puis la plus grande peur, c'est le feu, c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la mort. Fait que c'est pour ça que j'utilise ça. Puis c'est pour ça que ça a beaucoup d'impact. Parce que les gens arrivent là, quand les gens viennent à la conférence, normalement, 50% des gens qui arrivent disent ne pas vouloir faire la marche sur le feu. Ils disent non, c'est impossible, moi je vais venir écouter cette conférence, je vais regarder le monde faire. Puis des fois, le monde dit on va venir te regarder marcher sur le feu. C'est pas un freak show, là. Ouais. Moi, je marche même plus. C'est les autres qui marchent, c'est même pas ça le but. Puis à la fin, 99,9% des gens le font, veulent le faire. Une fois qu'ils ont compris, que je leur ai expliqué comment ils peuvent maîtriser leurs émotions face à cette épreuve-là, comment ils peuvent se libérer de la croyance limitante qui les empêche de faire ça, comment la puissance du premier pas peut te libérer de ta peur et te donner le pouvoir d'aller plus loin, puis tout le pouvoir du subconscient qui te permet de faire des choses beaucoup plus grandes que tu crois. Puis tu te rends compte que tu as des pouvoirs à l'intérieur de toi plus grands que tu n'aurais jamais cru. Fait que quand tu es capable de faire ça, tu es capable de faire pas mal n'importe quoi. Oui. Puis les gens qui viennent faire ça, puis j'en ai fait plus de 17-18 000 personnes à travers la francophonie mondiale à date, là. Bien, il y en a qui reviennent, parce que tu n'es jamais à la même place quand tu le fais la deuxième, la troisième fois. Mais les gens qui le font, ils viennent transformer l'impossible en possible. L'impossible en possibilité. Fait que les gens qui arrivent là, qui croient que c'est impossible, finalement, ils le font, puis ils se font « fuck, c'est possible Oui. ». Je dis « OK, est-ce que c'est même facile? » Ben oui, en plus, c'est facile. OK, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? Ou ce que les autres vont dire, ou ce que Parce que tu t'es fait dire toute jugement. ta vie que c'est impossible, tu ne serais pas capable, mais tu as le pouvoir de le faire. On a tous, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, pour moi, ma passion, c'est le pouvoir de l'être humain. Les opportunités que l'on a, le potentiel excessivement puissant qu'on a à l'intérieur de nous, comment on peut faire pour l'activer? Ben moi, c'est ça mon trip, c'est de voir ces gens-là. Allumé, à un moment donné, tu le vois apparaître. C'est carrément le cas. On ouais. les voit allumés. Oui. Fait que c'est de venir allumer le feu à l'intérieur des gens, de rallumer un petit morceau de braise, puis qu'après ça, les gens peuvent souffler sur cette braise-là pour maintenir ce feu intérieur-là, pour oser faire le premier pas, puisque tout est dans le premier pas. Sur la marche sur le feu, puis dans la vie de tous les jours aussi. Tu as envie de te partir en business, tu as envie de changer de job, bien, fais le premier pas. Bouge. C'est dans l'action qu'on crée un momentum, qu'on crée le pouvoir. Puis juste pendant que tu me parles, parce que là, on va bientôt atterrir, quand tu parles, il y a 2 livres, je veux juste, sans rentrer dedans, mais est-ce que tu peux nous les montrer si quelqu'un, avant d'aller marcher sur le feu ou avant de... Tu as 2 livres, le dernier, lui... Ça, c'est mon premier. Oui. Mais c'est mon deuxième, là, mais... Qui est plus mon pour troisième. la caméra, oui. Oui, excuse-moi, oui. Donc, maîtrise ses émotions et tes peurs, devient la meilleure version de toi-même. Par Jean-Pierre Baudouin, l'homme qui marche sur le feu. Voilà. Dans ce livre-là, j'explique mon histoire, comment j'en suis venu de l'homme d'affaires à l'homme qui est décédé sur une table d'opération à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis après ça, j'explique le pouvoir comment se libérer de nos peurs, de nos croyances limitantes, comment ils s'installent, donner des exercices aux gens pour se libérer de leurs croyances. J'explique le concept de la marche sur le feu, pourquoi c'est possible, ce que j'ai appris. J'ai un chapitre complet également sur mon expérience de mort imminente là-dedans. Okay. Ça, c'est un très bon livre à lire avant de faire la marche sur le feu si tu veux t'ouvrir et comprendre un peu plus. Oui. Ou sinon, tu le lis après, puis là, tu comprends encore plus. Puis dernièrement, j'ai écrit ce livre-là, Manifesta, le livre, qui est mon petit dernier bébé, qui est un mouvement
Ça, c'est la porte d'entrée du mouvement Manifesta, qui est basé sur le concept de l'arbre de la manifestation, que j'ai développé au Costa Rica l'année dernière, qui est tout le concept de comment on dépose une intention dans notre vie. On dépose une petite intention, puis ton intention, elle devient Une graine, c'est la graine qui devient un fruit. Fait que j'explique le concept de la manifestation. Puis des fois, les gens, ils disent, ouais, mais justement, ça devient un peu spirituel, la manifestation. Ben, hey, c'est parce qu'on manifeste notre réalité à tous les jours. Chaque jour, tu te lèves et tu manifestes ta réalité. Oui. Tu sais, ta réalité aujourd'hui est le sous-produit de tes pensées, tes émotions, tes actions et tes croyances dominantes. Fait que ce que tu vas croire, Qui font les mélanges chimiques en toi, qui font... c'est ça qui crée ta réalité aujourd'hui. Fait que la seule chose, le problème pour la plupart des gens, c'est qu'ils manifestent leur réalité jour après jour de façon inconsciente. J'essaie d'amener un peu de conscience dans la façon de faire. Fait que là, quand tu dis, OK, je peux interagir avec mon pouvoir de manifesteur, oui. Puis manifesteur, ça veut dire créer ta vie, ça veut dire atteindre un objectif. Ça paraît des fois un peu spirituel. Oui, mais tant mieux, ça C'est l'est. juste, c'est quoi ta réalité aujourd'hui? C'est ça. Mais c'est ta réalité, c'est ta faute. Tu es 100% responsable de ce que tu vis à chaque jour de ta vie. Puis si tu as l'impression de vivre une vie de merde puis répéter à chaque jour les mêmes choses, c'est parce que tes pensées, tes émotions, tes actions, tes croyances dominantes, ils sont comme ça, puis tu répètes les mêmes choses de façon inconsciente. C'est toi qui manifestes ta merde. Fait que prends-toi en main, parce qu'on est 100% responsable de notre réalité, de notre vie à tous les jours. Ça, moi, j'y crois profondément. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Profondément. Et là, je vois la piste qui est en train d'arriver. Là, on est dans l'intemporel. Je sais que demain, toi, tu décolles, mais probablement, quand ça va passer, tu vas peut-être être revenu, mais non, tu vas être encore au Costa Rica, chanceux. Si on veut prendre de tes nouvelles, si les gens veulent prendre des nouvelles de Jean-Pierre Beaudoin, on fait comment pour prendre de tes nouvelles? jpbaudouin.com, mon site web, tout est là. Il y a plein de contenus gratuits, il y a plein d'informations sur mes conférences, sur mes formations en ligne, sur mes livres. Je suis partout sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, bien sûr. Donc, vous pouvez me trouver partout. Puis, venez me voir. J'adore échanger avec les gens. Et est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Tu dis, ça, j'aurais aimé que tu me poses cette question-là. C'est la bonne question. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est pas une question, j'ai envie de faire un statement. Vas-y. C'est que j'ai envie que les gens, tu sais, la vie est trop courte pour se faire chier. Et attendez pas de vous rendre sur une table d'opération puis mourir avant de vous prendre en main puis de décider de créer votre vie. Moi, j'ai changé ma vie. Ça m'a pris la mort sur une table d'opération pour décider de changer puis de prendre en charge puis la responsabilité de mon bonheur. Puis vous avez tout le pouvoir de le faire. C'est juste que vous preniez une décision. Puis à chaque jour de notre vie, en 1 seconde, on peut changer notre vie complètement en prenant une décision. Prendre une décision, ça prend 1 seconde. Puis c'est juste que tu oses faire le premier pas. Oui, c'est commencer à bouger. La plus grande des aventures commence par le premier pas. Exactement. Donc, moi, j'ai juste envie de dire aux gens, faites le premier pas. Osez faire un premier pas vers ce que vous désirez vraiment. Parce que c'est ça que je trouve le pire. C'est que les gens ne vivent pas ce qu'ils veulent. Les gens sont... Ils attendent. Le bon moment, la bonne personne, ça n'arrivera jamais. Go. Le bon moment, c'est now. Ouais. La bonne personne, c'est toi. Ouais. C'est pas quelqu'un d'autre. Je t'ai présenté le groupe Performance et ça a bien collé parce que je sens que tu cadres bien dans l'énergie de ce groupe-là qui est dans différentes sphères d'activité, différents horizons entrepreneuriales. Parle-moi du groupe Performance pour toi. C'est une belle découverte. Tu m'as présenté ça l'année dernière. Tu m'as présenté Denis. Oui. Belle découverte aussi, devenu un ami. Et puis le groupe Performance, pour moi, c'est vraiment une communauté de gens qui se supportent sans jugement. Puis tu sais, j'en ai vu des réseaux, là, puis j'allais dans aucun réseau. Puis j'ai été demandé pour aller dans beaucoup de réseaux, puis ça ne m'intéressait pas, parce que c'était pas du vrai monde. Là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une communauté qui me ressemble, avec des gens qui me ressemblent. Il y a de l'humour, il n'y a pas trop d'ego. Il y en a quelques-uns quand même, c'est correct, mais pas tant. Oui, c'est vrai. C'est assez impressionnant, parce que dans ces groupes-là, normalement, puis il y a des gens, il y a du big monde là-dedans. Là. Oui. Puis le monde est très, très, très terre à terre. Puis ça, je trouve ça très intéressant. Puis c'est un propulseur d'opportunités. C'est clair, pour tout le monde. Pour tout le monde qui sont là. Puis j'ai fait des super belles rencontres, des collaborations déjà avec des gens dans ce groupe-là. Donc, ça s'est fait très rapidement.
Et j'aime beaucoup ce que Denis dit souvent. On est comme dans une chambre de hockey, mais ça sent pas la poche de hockey. C'est moi qui l'ai dit, sans les odeurs. Ouais, j'ai dit. Excuse-moi, mais Non, mais Denis, il dit une chambre de hockey. Puis j'ai dit, oui, mais sans les odeurs, parce qu'il y a bien des dames qui font oh. Parce que j'avais entendu Denis, fait que je te redonne les droits d'auteur. Mais je trouve ça très vrai parce qu'à quelque part, je suis capable de. Tu sais, dernièrement encore, là, j'étais allé au lancement à Montréal, là, qui était un très bel événement. Oui. Puis je parlais avec du monde. Puis c'est comme, il n'y a pas de jugement. Le jugement n'est pas là. Normalement, tu n'as pas ça dans des groupes. Il y a toujours une espèce de jugement qui n'est pas... Les gens ne veulent pas se vendre, ils veulent créer des liens, la confiance. Moi, j'ai pas l'impression, puis c'est ça qui me touche, c'est que quand je parle à quelqu'un là-bas, je ne suis pas toujours en train de demander « T'es qui, tu fais quoi? » là? C'est juste, on se met à jaser, puis c'est plus justement « T'es qui? » et non pas ce que tu fais. T'es qui comme être humain? Moi, c'est ça qui m'intéresse, moi. De toute façon, c'est ça que ma mission de vie, ma passion de vie, c'est d'allumer le potentiel des êtres humains. C'est l'être humain en tant que tel, c'est pas ce qu'il fait, c'est qui est. Parce que c'est bien beau de savoir. L'important, c'est qui on est. C'est l'être qui est important. Moi, c'est ça que j'ai envie de connecter avec des êtres humains. J'en retrouve des êtres humains, des beaux êtres humains là-dedans. Fait que groupeperformance.net, la page Facebook, puis là, ça vous amène, vous allez découvrir tout ce beau monde-là. Et nous rejoindre. Oui. Et le dernier truc, c'est que souvent, avant de terminer, j'appelle ça je te dis un mot, tu me dis à quoi ça te fait penser, c'est spontané, c'est pas un paragraphe, c'est un mot, ça te fait penser à quoi? T'es prêt? Oui. Si je te dis réussite. Passion. Péché mignon. Costa Rica. Courage. Au-delà de la peur. Dimanche matin. Café. Opportunité. Plaisir. Musique. Led Zeppelin. Échec. Et maths. Voyage. Costa Rica. Client. Ami. Mer ou montagne. Mère. Jackpot. Jack Daniel. Liberté. Le plus beau des sentiments. Restaurant. Trop cher. Je trouve que c'est rendu épouvantable. Non, mais pas en même temps, les restaurateurs, c'est pas qu'ils veulent que ce soit cher. Non, je sais, c'est pas la bonne réponse, mais moi, c'est spontané. C'est ça que je veux, ça coûte fierté. Pour un gars qui avait des restaurants, c'est pas une bonne réponse. Fierté? Oui. Ma vie aujourd'hui. OK. Je suis très fier de ce que je fais. Futur. Bonheur. Famille. Amour inconditionnel. Espoir. En l'humanité. Amitié. Hugo Dubé. Hey, yes! Wow. Humour. Hugo Dubé. non, mais humour, t'as un peu humour. Humour, tellement important. Tellement important, l'humour. Autant en affaires, autant... Important. Faut pas se prendre au sérieux. Ben non. C'est couple. Pascal Doré. Oh, elle m'avait dit. Je suis sa relation la plus longue. Et de loin. Bravo, Pascal, chapeau. Hein? T'as tout un mérite. Tu mérites une petite place au paradis spécial. Coucher de soleil. Tous les soirs au Costa Rica. À tous les soirs que je suis au Costa Rica, je vais au coucher de soleil. Pour moi, c'est un miracle. Ouais. Chaque soir, je vis un miracle. C'est jamais pareil. Il se couche, puis en plus, il se relève le lendemain de l'autre bord. C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Il y a une lampe magique sur une table, tu la frottes, il y a un génie qui sort et dit « Tu as le droit à un vœu. Quel serait ton vœu? » Paix intérieure. Je te souhaite le succès, je te souhaite que tu continues ta belle mission. Merci, mon ami, d'avoir peut-être prêté au balado « Raconte-moi ton affaire ». Et puis, je vous dis, vous le savez, belle communauté, on partage, on excite les algorithmes, on like et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast de « Raconte-moi ton affaire ». Salut!